Cette fusée pionnière nous met au diapason de l'espace. C'est la première de ce genre à quitter notre système solaire, et pour un voyage de plus de 1000 ans. Si d'aventure une intelligence extraterrestre interceptait cette fusée, elle découvrirait sur ses flancs une plaque d'aluminium contenant des informations sur notre planète. Le diagramme de l'atome de l'hydrogène et l'idéogramme de l'être humain. Un homme, une femme. Ce message sera-t-il jamais lu? Quand? Où? Par qui? Cette plaque nous prouve pourtant que nos savants croient sérieusement qu'une vie organisée et intelligente existe peut-être sur d'autres planètes, d'autres étoiles, loin de notre galaxie. Je m'appelle William Shatner et avec le capitaine Kirk, avec l'équipage de ce grand vaisseau spatial, on a fait de merveilleux voyages dans le futur. Et dans l'espace infini, c'est de la fiction. Laissez-moi vous emmener dans un autre voyage basé celui-ci sur la réalité. Le monde réel d'aujourd'hui. Nous allons voir notre Terre et ses mystères passés, oh, bien avant notre temps. Nous allons examiner, peut-être questionner, toutes les théories que l'on propose sur l'aube si mystérieuse de notre Terre. Nous verrons les civilisations. Nous allons voir aussi d'étranges et bizarres faits du passé. Et d'incroyables phénomènes d'aujourd'hui. Et plus important, peut-être, nous ferons des recherches scientifiques dans le futur. On tend de plus en plus les bras vers l'espace. Peut-être verrons-nous un jour quelqu'un, quelque chose, quelque part dans l'espace, nous tendre les bras. Ceci est une aventure qui nous emmènera dans le passé, dans notre présent et dans le futur. C'est une histoire avec des sorciers, des investigateurs et des aventuriers. Un grand explorateur, Peter Falcon, nous explique brièvement ce film. Et parlant des grands aventuriers, il dit: toutes les histoires que nous racontent les hommes d'aventure, nous en rêvons en secret même. Plus encore, dans nos fantasmes, nous bataillons de violents monstres conquérants, braves et forts, pour amener de riches cargos de nos plus amusants voyages. Dansant sur les monts, sur d'étranges scènes, et à la fin, la science a rejoint notre imagination. Alors, voyez, les mystères sont plus grands que nos rêves. Et c'est ce que nous allons voir. Parmi les millions d'étoiles de l'univers, parmi les plus insignifiantes planètes de notre système solaire, il y a notre Terre. Petite et très jeune, beaucoup sont en effet bien plus vieilles qu'elle. Comment a-t-elle commencé? D'une tournoyante boule de gaz naît une tremblante sphère de lave bouillonnante. C'était il y a quelques 5 milliards d'années. Bientôt, les mers et les océans apparurent, et les nuages formaient de leur humidité l'éclair, et puis les aminoacides pour former une chaîne. La vie. Les protozoaires d'abord, et puis les plantes. Les forêts. Certains, comme Eric van Daniken, pensent que des habitants de planètes lointaines
visitèrent cette terre nouvelle. Nous examinerons cette hypothèse. Mais il y a quelques 150 millions d'années, les dinosaures déjà peuplaient la Terre. D'eux, il nous reste que des os pétrifiés et des empreintes. Et puis, sur les bords d'un fleuve du Texas, à côté d'une de ces empreintes, une incroyable découverte. Une empreinte humaine. Étrange. Impossible. 70 cm de long. Le pied d'un géant. Nous savons bien que les gens n'existent pas. Et pourtant. Dans la Bible, Moïse nous raconte. Et nous y avons vu ces géants, les fils de Anak, de la race des géants. Nous nous voyions comme des sauterelles, et c'est bien ainsi qu'eux-mêmes nous voyaient. Côte à côte, les empreintes du dinosaure et celles d'un homme. On a trouvé des empreintes comme celle-ci en Afrique du Sud, en Chine et sur l'île de Java. Nous ne savons rien des géants, mais que savons-nous de l'homme? En Italie, on a trouvé ces fragments d'eau recouverts de sédiments minéraux. Leur âge, à peu près 12 millions d'années. Ce sont ceux d'un mammifère semblable à l'homme, et pourtant très proche encore de l'animal. En Afrique, se croyant sur les traces du Yéti, des savants trouvèrent bientôt les restes d'un squelette, cette fois plus humain qu'animal. Son âge, 2 à 3 millions d'années. 9 millions d'années séparent ces deux spécimens. L'animal évolua-t-il jusqu'à se transformer en homme? Nous l'ignorons. Plus proche de nous, cet humanoïde apparut il y a 150 000 ans environ en Afrique. Il s'éteignit 100 000 ans plus tard. Pourquoi? Nous l'ignorons. Une race nouvelle apparaît. L'homme de Cro-Magnon. Il tient son nom de ses lieux d'origine. Cro-Magnon dans la vallée du Rhône en France. Son développement est remarquable. Il connaissait une société organisée. Il inventa un outil, l'aiguille, qu'il utilisait pour coudre ses vêtements de peau. Nous sommes allés voir les grottes qu'il a peintes. Et ce qui m'a frappé, c'est que ces hommes aient peint de telle manière. Que s'est-il passé autrefois? Cet homme était intelligent. Il vivait en harmonie avec ses semblables. Les savants nous parlent d'un saut dans l'histoire de la race humaine. Mais ils ne peuvent l'expliquer. Voici d'autres peintures sur roche. Celles-ci sont australiennes. Regardez. Est-ce là le fruit d'une imagination primitive? Ou bien une représentation simple de la réalité? La tribu des aborigènes, dont les ancêtres ont fait ces peintures, vit encore en Australie. Leurs danses et leurs chants nous racontent une légende. Celle de la visite d'une créature céleste, Wandiga, déesse de la Voie lactée. Elle arriva du cosmos dans son vaisseau doré, apporta sagesse et conseils, et s'en retourna un jour. Au nord, en Nouvelle-Guinée, les tribus racontent l'histoire d'un dieu suprême, volant. Vous les voyez ici, sous leur masque rituel. Au plus épais de la jungle brésilienne, sur les rives du Rio Fresco, vivent les Caipas. Leur monde se limite à cette rivière et à la jungle. Leur vie aujourd'hui encore est aussi simple que l'était celle de leurs ancêtres.
Aujourd'hui encore, les Kaipas chantent cette vieille légende. Bête-Koroth apparut un jour dans la vallée, revêtu des pieds à la tête d'un scaphandre. Il portait sur la tête un aume que les indigènes appellent encore la boule de feu. Certains d'entre eux, essayant de chasser l'intrus, virent leurs armes primitives réduites en poussière au contact du scaphandre. Et puis, afin de prouver sa supériorité, le chevalier de l'espace, en levant son aume, le pointa vers un arbre et détruisit celui-ci en un feu d'artifice d'éclairs et de tonnerre. Il vécut longtemps parmi la tribu et s'en retourna un jour. L'étranger portait une boule de feu, nous raconte la légende. Le scaphandre que les indigènes revêtent pour leurs rites les plus sacrés, ils l'appellent toujours ainsi. Étrange. Est-ce une coïncidence qu'il ressemble tant à celui que portent aujourd'hui nos astronautes? Ce costume, et jusqu'à la démarche gauche du danseur, nous rappelle les cosmonautes sur la Lune. Ces photos furent prises en 1951. À cette époque, nul ne savait, et encore moins les Kaipas, à quoi ressemblerait une combinaison spatiale. Le premier voyage spatial date de 1961, 10 ans après que furent prises ces photos. À Palenque, ancienne cité maya du Mexique, on découvrit cette curieuse figure gravée dans la pierre. Pour certains, c'est celle d'un guerrier. Pour d'autres, celle d'un astronaute et de ses instruments de bord. À Palenque, toujours, ces illustrations vieilles de plusieurs siècles qui nous confondent encore aujourd'hui. Est-ce là un costume ou quelque partie d'un instrument technique que les Mayas reconnaîtraient aujourd'hui? Que représentent ces figures? Est-ce là une coiffure ou un laboratoire portatif? Plus loin, au nord, dans la partie ouest des États-Unis, règne la légende des Hopis. Aujourd'hui, les Hopis vivent en Arizona. Mais, troglodytes, ils furent autrefois les seuls Indiens à habiter des demeures fixes. Une autre différence, leur peinture sur roche. Ces dessins d'êtres étranges et presque mécaniques sont très différents des dessins des autres tribus indiennes. La légende raconte le caractère erratique de la tribu. Elle vagabonda d'île en île jusqu'au continent. Chaque fois que la tribu se préparait à quitter une île, c'est que celle-ci sombrait sous les eaux. Seuls les guerriers les plus valeureux pouvaient espérer atteindre un jour le continent. C'est alors que d'étranges créatures descendirent du soleil. Elles leur apportèrent des outils beaucoup plus perfectionnés que ceux qu'ils avaient utilisés jusqu'alors. Ces êtres ne ressemblaient en rien aux êtres humains. Ils possédaient des pouvoirs merveilleux et leur magie était plus puissante que l'éclair. On les appela Kachina. Les Hopis font toujours ces poupées aux têtes étranges. Le fils du chef de la tribu nous expliqua leur origine et ce qu'elles représentent. Le mot Kachina, nous dit-il, veut dire l'être le plus respectable, le plus spirituel, le plus intelligent. Les Kachina, ces êtres qui aidèrent autrefois la tribu dans sa lutte pour la vie, nous quittèrent un jour, mais nous promirent de revenir. Ainsi, pour éviter que nos enfants prennent peur en voyant les Kachina, de génération en génération, nous faisons ces poupées qui leur ressemblent. Quelle est cette légende? Un mythe? Une fantaisie? Raconte-t-elle la vérité ou est-elle pure fiction? Qui sont ces anciens astronautes qui inspirèrent cette légende? À quoi ressemblait-il? À ces statues de l'équateur? À cette figurine japonaise?
À cet homme de Palenque? Depuis la nuit des temps et source de bien des légendes, les cieux fascinent les hommes. Cet ancien observatoire astronomique en Angleterre date de bien avant notre calendrier. Les étoiles et leurs mystères ont toujours captivé les hommes. Et le mystère le plus captivant, la vie existe-t-elle ailleurs? Aujourd'hui, on étudie les cieux autrement, comme le montre ce récepteur géant. Équipé d'une antenne parabolique de plus de 3000 mètres de diamètre, c'est l'oreille la plus sensible du monde, capable de capter des ondes sonores émises d'étoiles distantes de plus de 1000 années-lumière. Grâce à cette antenne, nous savons que notre univers n'est pas muet. La Voie lactée siffle. Saturne grogne. Le soleil soupire. Nous attendons, nous écoutons. Quoi? Tous, nous présupposons une forme de vie quelconque. Le docteur John Billingham dirige le programme de recherche sur l'intelligence extraterrestre. Pourquoi croyez-vous qu'il y a des êtres vivants ailleurs? Nous avons quelques certitudes. Nous n'avons pas réellement de preuves, mais ces certitudes sont les suivantes. Premièrement, toutes les étoiles ont des planètes. Or, il existe dans l'univers des billions d'étoiles, par conséquent des billions de planètes. Et même si la vie n'existait que sur une fraction infime de ces planètes, cela ferait quand même des millions de formes de vie possibles, dans notre galaxie seule. Deuxièmement, nous savons reproduire en laboratoire des organismes chimiques semblables à ceux qui composent le corps humain. Connaissant donc les premiers stades de la vie, nous pensons que, à condition d'avoir un terrain propice, la vie peut alors commencer. Donc, si vous avez beaucoup de planètes, vous avez par conséquent autant de planètes susceptibles d'engendrer la vie. Donc, pour détecter une forme possible de vie, la première chose à faire, c'est d'étudier tout intensément pour voir si vraiment cela vaut la peine de procéder plus loin et de faire de grandes recherches. Et pour le moment, nous étudions... Vous avez des photos de projets, d'idées? Des idées. Je peux les voir? Oui. Voyons un peu ici. Ça, c'est une étude de projet Cyclope, qui est en fait comme un grand chapiteau fait de récepteurs. Vraiment? Vous voyez, ils convergent tous vers un centre. Et tous pointent dans la même direction? Oui, tous ces receveurs d'ondes radio sont reliés à un ordinateur central qui les dirige vers une étoile précise. Et ce que vous recherchez, c'est une planète autour de l'étoile qui émet des signaux sonores. Une vie intelligente? Une vie intelligente, transmettant pour des raisons que nous, peut-être nous ignorons, mais c'est le genre de recherche que nous effectuons pour le moment. Bien sûr, nous n'avons pas cet équipement encore. Et ça? C'est une photo d'une maquette pour un système d'écoute qui fait à peu près 350 mètres de diamètre. Ce serait le premier que nous installerions dans l'espace et nous travaillerions avec ça. Et si ce système s'avérait trop petit, nous en construirions un plus grand. La navette transporterait le matériel, je suppose. En effet, le matériel est... fait dans l'espace. Il est construit dans l'espace. Peuplé ou... C'est pas sûr. Probablement inhabité. Mais on le revisiterait, c'est-à-dire on y retournerait pour le réparer. Bien, et ça? Ça, c'est le concept lunaire de ce radiotélescope. Nous le mettrions sur la face cachée de la Lune pour que les bruits de la Terre ne l'atteignent pas. Quelle est sa taille? Chaque radio fait plus de 2000 mètres de diamètre. Elles sont donc très grandes. Et ça? Et ça, c'est... voyez, avec ça, à ce stade, vous vous entraînez et vous pratiquez avec. Vous faites des recherches, mais vous n'espérez vraiment rien trouver. Et vous arrivez au stade suivant. Un disque de 300 mètres de diamètre, 1000 pieds environ, qui dirige les ondes sonores vers un récepteur ici, qui envoie les ondes radio en direction d'une station relais ici, et ensuite vers la Terre. Et ici, un autre genre de navette spatiale. Si vous n'entendez toujours rien avec ce système, vous pouvez construire
une antenne de circonférence beaucoup plus grande. Par conséquent, beaucoup plus sensible. Celle-ci ferait en effet 350 mètres environ de diamètre. À l'écoute toujours, tout le temps, d'une intelligence. Pourquoi faisons-nous ça? Je crois qu'il y a beaucoup de raisons à cela. Beaucoup pensent que notre civilisation est proche de sa fin, et si nous entendions avec ces instruments, ne serait-ce qu'une seule civilisation, nous saurions qu'il y a, en fait, une chance pour que nous puissions durer encore quelques 100 000 ou milliards d'années, car ce monde serait beaucoup plus vieux que nous. Je vois. Ça, bien sûr, c'est un astronaute travaillant sur... Sur la grande antenne. Vous vous rendez compte de sa taille en la comparant à la navette ici et à la fusée. Avec ce système, il serait très possible de capter des signaux, même très faibles. Ça, c'est un concept différent du système lunaire. Et ces antennes seraient installées comme celles de Porto Rico. Pour capter d'éventuels signaux extraterrestres, vous devez absolument avoir une antenne extrêmement sensible, un système d'ordinateur pour analyser le spectre et le diviser en raies. Et vous devez pouvoir en reconnaître la période, car s'ils proviennent d'une intelligence, ces signaux auront bien sûr une période. Votre spéculation est-elle que cette intelligence est venue sur Terre autrefois ou n'est jamais venue? Des êtres d'une autre civilisation pourraient être venus autrefois. On sait que la vie existe depuis 4 billions d'années. Et même si des êtres venaient une fois chaque billion d'années, on aurait été visité 4 fois. Et pourtant, toutes les traces et évidences de telles visites, à moins qu'on soit très chanceux, ont disparu. Toutes traces ont-elles disparu? Notre monde renferme pourtant bien des mystères. Est-ce là les traces que nous cherchons? Dans le Pacifique de la petite île de Teneguan, que les natifs appellent Nam Madol, il ne reste aujourd'hui que ruines et broussailles. Seul cet endroit est encore accessible. Nam Madol est perdu dans les mers du Sud. Ces tristes ruines semblent venir d'ailleurs, d'un autre monde. Les larges pierres d'un mur de fondation sont encore visibles. Le reste est envahi par la brousse. Plus de 400 000 piliers sont entassés les uns sur les autres, formant ainsi 80 structures différentes de plus de 100 mètres de haut. Des poutres mesurant 140 mètres de long et pesant chacune 10 tonnes, 10 tonnes, le poids de 10 voitures. Qui construisit ces structures gigantesques? Et pour quelle raison? Combien a-t-il fallu d'hommes pour cela? Où vivaient-ils? Non, pas sur cette île minuscule. Comment ont-ils fait pour transporter ces énormes poutres? Autant de questions sans réponse. Interrogés, les indigènes restent muets. Mais leur légende nous raconte. Un dieu venu d'ailleurs, sur un dragon cracheur de feu, n'avait qu'à prononcer le mot magique, et aussitôt une poutre énorme s'envolait d'une carrière lointaine pour atterrir ici, en piles régulières. Qui nous expliquera ce mystère? Comment s'imaginer que l'homme seul ait accompli une œuvre d'une telle envergure? Un dragon? Certainement pas. Et pourtant la légende nous parle de cette chose qui crachait du feu.
Carnac, en Bretagne. Plus de 13 rangées de ces pierres. Elles s'étendent sur des kilomètres. En tout, 3000 pierres, vieilles de plus de 5000 ans. D'où viennent ces menhirs? À quoi servaient-ils? D'hôtels religieux? Mais à quel dieu? Les murs de Saskapurama au Pérou, les terrasses de Baalbek, les Moïse de l'île de Pâques, dans la forêt de Costa Rica, ces énormes sphères de granit. Dans quel but tout ça a-t-il été construit? D'après le savant Van Daniken, ces sphères seraient des monuments élevés à la gloire des vaisseaux spatiaux, semblables à ces illustrations de science-fiction. Un autre mystère, ces pistes sur le haut plateau de Nazca au Pérou. Elles ressemblent à nos pistes d'atterrissage d'aujourd'hui. Et pourtant, elles furent tracées il y a des milliers d'années. Je suis allé voir le docteur Denis Hock, directeur pour l'Amérique du Nord du Centre international UFO. Ces étranges mystères à Nazca, peut-on les expliquer? Je crois que Nazca peut avoir mystérieusement servi de base d'information aux gens d'autres planètes, où Nazca peut avoir présenté comme de simples graffitis que les extraterrestres auraient peints pour leur joie même ou pour la nôtre. Mais en fait, il y a bien plus de mystère. Les plaines de Nazca furent découvertes il n'y a que 30 ans et elles furent découvertes par un jeune pilote. Et si vous êtes au sol dans les plaines, vous ne verrez pas les marques. Vous verrez qu'une grande plaine, et en fait, la Panaméricaine fut construite juste en face, sans que personne n'y voie rien. Mais d'un avion commercial, on voit bien quelque chose. La plaine fait à peu près 450 km², et à moins d'être dans l'espace, on n'en voit que quelques parties. Les plaines sont entièrement recouvertes d'hydroxyde, ou d'oxyde de fer. Et si l'on faisait une étude magnétique du terrain, que l'on pourrait d'ailleurs facilement faire, les plaines de Nazca se verraient comme une lampe rouge. On verrait une distorsion du spectre à cause de tout ce fer déposé. C'est de loin le plus important de la planète. Ce type d'hydroxyde déposé est la plaine elle-même. Quand on regarde le dépôt de fer, on voit qu'il y a des rails sous le niveau du sol. Ils sont rouillés, mais ils ont probablement 1500 ans ou peut-être 1000 ans. Or, nous savons... Presque le même âge que les plaines et leurs marques. Et les marques sur les plaines. Les rails sont écartés de 7 mètres. Et quand on pense à quoi ils pouvaient servir, on pense à faire une comparaison. Un simple rapprochement avec le diamètre des ovnis que l'on signale aujourd'hui et qui est de la même taille, drôle de coïncidence. Qu'ils ont visité les hommes, enfin par exemple, peut-être ont-ils contribué en implantant des idées qui devinrent l'inspiration à tous, les mystères que l'on appelle le mystère des dieux. C'est la clé, je crois, d'une intelligente étude des anciens astronautes. En fait, notre vie passée, présente, ne peut expliquer ces artifices. Ils sont inexplicables. Ils sont d'une autre culture. Quand on parle des religions, des coutumes, de la culture, il y a une incroyable inspiration dans ces artifices de la part des peuples. Je crois que cette inspiration doit sa source à une intervention extraterrestre. S'ils sont intervenus, comment et pourquoi l'ont-ils fait? Il y a un mystère qui confond les anthropologues depuis longtemps. L'homme vit dans des caves et des grottes, mais en une minute, à l'échelle terrestre, il se met soudain à dresser des édifices dont la perfection nous dépasse encore aujourd'hui.
Pourquoi ce changement radical dans l'esprit de l'homme préhistorique? Comment a-t-il pu concevoir et surtout ériger de tels chefs-d'œuvre? Voici Chanchan au Pérou, capitale du peuple Choulou. La culture Choulou était déjà ancienne quand les Incas arrivèrent. 200 000 personnes vivaient alors dans cette ville géométrique. Une architecture comme celle-ci présuppose un esprit organisé et un pouvoir de pensée hautement sophistiqué. On trouva ces bas-reliefs sous les ruines de Chanchan. De 65 mètres de haut, chacun de ces caractères est gravé dans un rectangle de pierre. Un alphabet que jusqu'à ce jour, aucun savant n'a pu déchiffrer. Regardez cette ancienne cité maya. Une architecture magnifique, aux ornements délicatement sculptés dans la pierre. Les pyramides avec 365 marches, une pour chaque jour de l'année. Un calendrier aussi précis que le nôtre et qui fonctionne sans erreur. Où les Mayas apprirent-ils l'astronomie? Tikal émerge aujourd'hui d'un océan de broussailles. C'est la plus grande et la plus ancienne cité maya. Aujourd'hui, on l'arrache petit à petit de la jungle qui l'étrangle. Ses constructions sont austères et sombres. On ne sait pas pourquoi les Mayas quittèrent un jour cette ville pour s'établir ailleurs. Qui ou quoi les força à partir? Il y a d'autres mystères. Dans la jungle bolivienne, il y a sur une colline une construction qui fait rêver les savants depuis bien longtemps. Erik van Daniken y fit de nombreuses recherches. À perte de vue, un labyrinthe de terrasses, d'escaliers et d'estrades rocheuses. Cet édifice servait-il à des cérémonies religieuses? Quel était l'usage de ces deux chemins de pierre? Trop de choses ici restent inexpliquées. Ces terrasses rocheuses, aucune explication. Ces sillons dans la pierre, aucune explication. Ce dôme au milieu d'un bassin, ces trous dans la roche, reliés entre eux par un système de conduits? À quoi servait-il? Les archéologues russes répondent à cette question avec ce dessin, celui d'une usine métallurgique préhistorique. Voici, disent-ils, comment cela fonctionnait. Le métal précieux restait dans le bassin, tandis que les cailloux et le sable, plus légers, étaient entraînés par l'eau. On filtrait ainsi de l'or, de l'argent et du platine. Le visage, les mains et le tour de cette broche sont tous en platine, ainsi que les yeux de ce masque en or. Comment était-ce possible? Le platine fond à 3216 degrés Fahrenheit, soit plus de 1700 degrés Celsius. Après m'être extasié sur cette science si lointaine, me voici au centre technologique le plus moderne du monde, au centre Kennedy de la NASA, à Cap Canaveral. Dans cette salle d'où fut lancée la fusée Apollo, j'ai parlé avec M. Jesko von Pittikammer, premier savant de ce centre spatial.
Autour de nous, les lumières des consoles nous indiquaient le lancement simulé de quelques fusées. Quelle est, à la NASA, l'opinion générale sur la vie dans l'espace? Aujourd'hui, on peut créer la vie dans nos laboratoires. On pense donc que c'est juste aussi aisé dans l'univers. Avez-vous une idée mathématique, une probabilité sur l'existence, la vie dans l'espace? Une contre une? Une est certaine. Oh, une est certaine. Une est certaine. Donc la NASA pense que c'est certain. Oui. Vous avez une précise opinion sur les ovnis? Vous acceptez l'idée que les ovnis existent? Aucun doute, j'accepte. Il n'y a aucun doute, donc les objets volants non identifiés existent? Oui. Une autre question. D'où viennent-ils? Et qui sont-ils? Je ne crois pas que les ovnis soient nécessairement des soucoupes volantes. On nous a souvent accusés de nier que dans l'espace, nous ayons été suivis par des ovnis et que les astronautes et la NASA transforment les informations qu'elles possèdent. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Vous croyez que les extraterrestres pourraient avoir déjà visité notre Terre? Si, le Big Bang, la théorie de la création de l'univers s'applique et que notre univers a eu un commencement à un certain point il y a 17 millions d'années. Alors toutes les galaxies et les soleils ont plus ou moins le même âge. Ce fait à lui seul nous indique que les chances d'avoir quelque part une plus vieille, donc plus avancée civilisation que la nôtre sont nulles. Laissez-moi formuler ma question autrement. Alors, combien dans le temps faudra-t-il pour que l'homme s'en aille explorer l'espace? Tout dépend des priorités avec lesquelles on travaille. Peut-être 25 à 30 ans pour aller sur Mars, peut-être une autre vingtaine d'années pour Jupiter. Il ne serait donc pas impossible qu'une civilisation plus vieille que nous de 1000 ans, peut-être, puisse être tellement en avance qu'elle aurait des véhicules assez sophistiqués pour venir sur Terre? Certainement pas. Et c'est même tout à fait possible. Que pensez-vous de Von Daniken, qui dit que les extraterrestres pourraient être déjà venus sur notre planète et auraient aidé l'homme primitif à développer ses connaissances? C'est une intéressante théorie. Je ne suis pas convaincu par toutes les évidences qui supportent cette théorie, mais je suis ouvert à tous les développements. Un problème en sciences qui relève de la génétique, l'ADN, qui, dans notre biologie, nous semble très compliqué et que nous trouvons très difficile d'expliquer. Si on approuve l'évolution de l'homme sur Terre tout seul, autant de questions auxquelles on ne peut répondre, à savoir comment notre code biologique, génétique, a évolué, sauf s'il fut peut-être importé de quelque part. Notre cerveau, aucun savant ne peut l'expliquer. À lui seul, notre cortex renferme plus de 14 milliards de cellules. Celles que vous voyez ici ont été grossies de 100 000 fois. Chacune réagit à la moindre impulsion électrique. Un système commutatif supérieur à celui de nos ordinateurs les plus modernes. Une explication est possible. Notre cerveau serait-il le produit d'un croisement de race entre l'homme primitif et un être venu d'ailleurs? Vous le savez, l'un des plus grands mystères de l'univers, c'est notre cerveau lui-même. Ne faut-il pas chercher la réponse dans l'histoire? C'est vrai. On a une mémoire raciale, peut-être de visite, ou tout du moins de contact. Quand l'homme était primitif, peut-être à une période instable de la vie. D'ailleurs, le quantum du saut que la race fit vers l'intelligence et la conscience d'elle-même est vraiment mystérieux. Il y a un maillon manquant dans la chaîne, ce qui tendrait à prouver qu'il y a eu interférence dans l'évolution de l'homme. Le singe dont l'homme est censé descendre avait 48 chromosomes Y. Aujourd'hui, l'être humain, 46 chromosomes X, ce qui est un changement génétique, et c'est possible qu'il ait été introduit. Est-ce possible? Des êtres venus d'ailleurs sont-ils venus sur Terre autrefois? Sommes-nous le produit de ces visites? Sur ce parchemin de l'ancienne Judée, Bathénoc jure à son mari qu'elle ne l'a pas trompé avec le gardien du ciel. Qui étaient-ils, ces gardiens du ciel?
Le prophète juif Anna est encore plus précis. Il fait ce reproche au gardien du ciel. Pourquoi, demande-t-il, as-tu quitté le ciel et pris nos femmes? Pourquoi t'humilier avec les filles des hommes et enfanter ainsi un peuple de géants? En Amérique du Sud, à la frontière du Pérou et de la Bolivie, on raconte cette légende. Un jour, à l'heure du zénith, il y a très longtemps, un vaisseau étincelant descendit du ciel. Il n'y avait pas de nuages ce jour-là, mais la terre trembla pourtant comme si elle eût été frappée par la foudre. Les habitants, morts de peur, se jetèrent au sol face contre terre. Seul Actauma attendit immobile. C'était le plus brave. Il vit ainsi cette chose qu'il prit pour une maison atterrir sur la surface argentée du lac Titicaca. Soudain, un silence profond s'étendit sur la plaine. Oriana, déesse du paradis, se tenait devant lui. Elle choisit Actauma pour époux et lui donna de nombreux enfants. Elle retourna un jour à son vaisseau doré et s'envola pour toujours des eaux tranquilles du lac Titicaca. Les Indiens de cette région racontent aujourd'hui encore la même histoire. Au Pérou, il y a quelques années seulement, on fit une découverte incroyable. Les pierres de Ica. Le fleuve Ica, changeant brusquement son cours, on découvrit 1000 de ces pierres incroyables dans ce qui fut, pendant des milliers d'années, le lit de la rivière. Ces pierres sont toutes délicatement illustrées. Les experts nous disent que c'est là la découverte archéologique du siècle. Ces pierres, disent-ils, sont la preuve irréfutable qu'une civilisation dont nous ne soupçonnions même pas l'existence florissait il y a quelques milliers d'années. Quelques-unes de ces pierres illustrent le déroulement d'une opération à cœur ouvert. Le docteur et l'interne procèdent à l'anesthésie. À droite, le docteur se penche sur le malade. L'opération commence. Le docteur à gauche, maintenant, ouvre le thorax. Il garrotte les artères, tandis qu'on lui présente les instruments. Le docteur tient maintenant le cœur. Remarquez les détails de cette illustration. Elle date pourtant de milliers d'années. Les Indiens pratiquaient aussi la chirurgie sur le crâne. Ce crâne a 4000 ans. Regardez-le. Voici devant vous la preuve que de telles opérations existaient. Les autres illustrations sont tout aussi étonnantes. Un dinosaure, une carte du monde. Cet homme se servait d'une loupe. Celui-ci avec un télescope il y a 3000 ans. Ce même télescope que nous inventions 2600 ans plus tard. Si vous et moi acceptons cette théorie qui veut que des êtres d'un autre monde soient intervenus auprès de civilisations anciennes, pouvons-nous en déduire que ce fut pour leur apporter le savoir d'une société terriblement avancée? Sous les ruines de ce temple maya, à Mobantum, on trouva un objet si mystérieux qu'il en est presque terrifiant. Un crâne sculpté dans le cristal le plus pur. Cet objet est fait d'une seule pièce, mais on ne peut y voir aucune trace, aucune marque d'outil, même avec le microscope le plus puissant. On ignore son âge exact, peut-être 3 ou 5000 ans. Beaucoup pensent que c'est là l'œuvre des anciens astronautes. Je décidai d'aller voir cette merveille de plus près et je pris l'avion pour Kitchen, Ontario, où je rencontrai son propriétaire, mademoiselle Anna Mitchell-Hedges. J'ai pris l'avion moderne pour venir voir quelque chose de très ancien. C'est incroyable, c'est terrifiant. Un crâne de cristal, si parfait, si vieux, est-ce qu'il porte chance? Une jeune fille d'Australie vint le voir dans la vallée Castle. Et elle en a ri quand mon père donnait une conférence. Et mon père était très mécontent sur le moment et il ferma la boîte. Il ne voulait plus le montrer car il croyait qu'il avait une forte croyance dans ce crâne ancien. Et pour lui, c'était comme un dieu tout-puissant.
Et des mois après, 2 jeunes Australiens vinrent et demandèrent à voir le crâne. On a su donc que quelqu'un avait parlé. J'ai fait venir mon père et il dit « Pourquoi voulez-vous le voir ?» Notre raison est spéciale. Nous voudrions le voir parce que la fille qui est venue le voir est malade. Et elle nous a dit, avant de mourir, de venir voir le crâne de cristal. Mais surtout, ne riez pas. Il était persuadé que sa mort était... due au fait qu'elle s'était moquée du crâne de cristal. C'est vous qui l'avez trouvé? Oui. Votre père était archéologue? Oui. Et il faisait des fouilles à l'endroit... Dans cet endroit. Et vous l'accompagniez, petite fille? Je l'accompagnais, oui. Petite fille? Petite fille, j'avais 10 ans. Mon père nous dit que c'était là que la civilisation maya commençait et après des années passées à fouiller le sol et à lever des pierres qui étaient énormes, il fallait 2 personnes pour les déplacer. Et pour que personne n'ait un accident, j'ai vu quelque chose briller au soleil. Et j'ai pris les mayas pour m'aider à bouger la pierre. Et sous le sol, on a trouvé le sommet du cristal, la tête. Et 3 mois plus tard, nous trouvions la mâchoire. Le théâtre où nous l'avons trouvé faisait 1300 mètres carrés. Ce n'est pas possible. Qui aurait eu un tel amphithéâtre? Oh, des milliers de personnes à cette époque. Mon Dieu. J'essaie de m'en aller loin dans le temps et l'espace. Quand on usait le crâne pour des cérémonies religieuses. Pouvez-vous décrire pour moi comment on s'en servait? Qui s'en servait? Quel était son rôle? D'abord, premièrement, c'est écrit dans la pierre et c'est gravé, sculpté. C'était le plus haut prêtre des Mayas qui s'en servait pour guérir. Et en particulier pour un vieux sorcier, un vieux sage, un médecin qui était beaucoup trop vieux pour pratiquer son art. Un jeune homme était choisi qui voulait être un homme de médecine. Il saluait devant l'autel. Le grand prêtre commençait la cérémonie et la connaissance du vieil homme passait tout dans le jeune prêtre. Et le vieux prêtre mourait avec paix et joie. Et ce jeune prêtre se levait avec la connaissance et prêt à célébrer la même cérémonie que le vieux prêtre. Connaissez-vous, savez-vous quels tests ont été faits pour l'authentifier? Il a été examiné à San Francisco pendant 6 ans. Et qu'ont-ils trouvé? Aucun outil ne l'a touché. C'est tout. Aucun outil ne l'a jamais touché. C'est tout fait main. Il a été fait avec du sable et des herbes. Vraiment? Pendant 5 générations, la même famille religieuse, c'est-à-dire a frotté le cristal avec du sable et des herbes. 5 générations religieuses, familiales, leur unique fonction était de faire ce crâne. Oui, et sans outils. Oui, avec du sable, des herbes. Sable et des herbes, du sable chaud. Pendant combien d'années? 150 ans de travail. Pour le rendre parfait. Mais les informations, l'habileté pour faire ce crâne était connue des Mayas et pas des anciens astronautes? Oui, je crois que les astronautes ont beaucoup à voir avec les Mayas et les Incas, qui sont plus astronautes. Pouvez-vous expliquer ça un peu? Donnez-moi un peu de détails, s'il vous plaît, sur les astronautes et les... Nous savons que des gens sont venus sur Terre bien avant nous. Et c'était tout à fait des astronautes, n'est-ce pas? C'est ce que je crois et ce que les Mayas croyaient. Je vois. Depuis que le monde est monde, nous levons les yeux vers le ciel, tendons les bras, appelant les dieux. Nous adorons des créatures de paradis, des créatures ailées. Pour les hommes, les ailes sont presque synonymes de divinité. L'ange chrétien,
La roue de Ixion. Le dieu ailé Garuda en Thaïlande. Ce dieu sumérien aux ailes étranges. Tekendama, le dieu le plus puissant du peuple Chilu. Ces peuples d'autrefois cherchaient peut-être à représenter autre chose que des divinités spirituelles. Les Égyptiens, eux aussi, ont eu un nombre impressionnant de dieux ailés. Parmi eux, un modèle en bois de 2000 ans. Pendant longtemps, on a cru que c'était un oiseau. Aucun oiseau au monde n'a une queue dressée à la verticale comme celle-ci. Mais les planeurs, eux, oui. Et ces modèles du Pérou, des oiseaux? Non, aucun oiseau n'a d'ailes sur le corps, une queue verticale et des ailes delta. Bizarre. Et quelque peu inquiétant. Il y a encore d'autres mystères. Que sont ces dessins? Un message des dieux ou aux dieux? Des repères symboliques pour ceux qui habitaient la Terre? Et pourtant, ces islures ne sont visibles que d'une haute altitude. Au sol, ce ne sont que d'insignifiants sillons. L'Amérique du Sud était-elle le terrain d'atterrissage des astronautes d'autrefois? Ces dessins étaient-ils à leur usage? Ceux-ci en Angleterre, les chevaux blancs d'Arthington. Il n'y a aucun moyen de savoir leur âge. Non loin de là, la colline des dieux du soleil. Impossible également d'en savoir l'âge. À plus de 20 000 kilomètres, dans la jungle du Venezuela, cette colline, même forme, même taille, dédiée elle aussi aux dieux du soleil. Mais qui étaient les dieux du soleil? Un désert de sel au Chili, aride et désolé. D'un avion, on découvrit cette colline. Ciselés dans la pierre de sable, des motifs étranges. Une créature ailée. Des dessins géométriques et à côté d'eux, ce qui paraît difficile à croire, des écrits. Un message dirigé vers le ciel? À qui? Au nord du Chili, découverte il y a très peu de temps, cette figure gravée dans la pierre. Un être qui a toute l'apparence d'un robot, avec une tête triangulaire et des antennes. Il mesure plus de 118 mètres de long. Quant à ce qu'il tient dans sa main, c'est un mystère encore plus grand. D'une forme aérodynamique n'existant nulle part ailleurs, voici l'arme que l'on appelle le boomerang. Elle n'appartient qu'aux aborigènes d'Australie.
Comment ce peuple primitif a-t-il pu découvrir une forme aérodynamique d'un raffinement tel qu'elle permet à cet objet de bois de revenir à son point de départ si le but est manqué? Les dieux nous firent-ils don de leur civilisation? La connaissance fut-elle implantée dans le cerveau humain par leur intermédiaire, comme autant de graines plantées il y a très longtemps et qui ne fleuriraient qu'aujourd'hui? Notre technologie qui avance à pas de géant, est-ce là un cadeau des dieux? Est-ce là un cadeau? Nous observe-t-il un ovni? De plus en plus de gens se vantent d'en avoir vu. Ceux qui croient aux soucoupes volantes considèrent ces photos comme authentiques. Celle-ci fut prise le 23 mai 1971. Regardez les nuages. Ils n'ont pas changé, mais l'objet, lui, est maintenant à gauche. Il a donc bougé. Nous observe-t-il seulement ou accumule-t-il des informations? Existe-t-il des objets volants non identifiés ou une illusion d'optique? Je suis retourné voir le docteur Donny Hock. En tant que mathématicien, vous êtes tout à fait qualifié pour observer et analyser les ovnis. Comment en êtes-vous venu à vous y intéresser? Je m'y suis intéressé quand j'étais au Grand Lycée à Vienne, en Autriche. C'était pendant les vacances de ski à Innsbruck où j'étais. Et j'étais avec deux compagnons avec qui j'étais parti sur la rivière. Et sur le pont, on vit un objet, ou ce qu'on prit pour un objet au-dessus d'un monticule, à 300 mètres de nous à peu près. Au-delà d'une petite falaise, il était gris et on aurait dit qu'il tournoyait à toute vitesse. On était très excités, on a jeté nos skis et on s'est mis à courir dans sa direction. Et comme on l'approchait, il a disparu sous nos yeux. Maintenant, avec le recul, je crois que c'était une illusion d'optique. En tout cas, c'est ça qui m'a intéressé au problème des ovnis. Vous avez vu ce que vous avez pris alors pour une soucoupe volante. Maintenant, avec plus d'informations à votre portée, vous considérez comme une aberration de la nature ce qui était naturel et que vous avez pris pour un ovni. Correct. Donc, il y a un problème à discriminer entre lesquels sont les objets volants non identifiés et lesquels ne sont pas des ovnis. Oui, c'est le problème de ce genre de recherche, je crois. Vous avez les photos, je vois, qui illustrent le problème. Vraiment bien. Par exemple, ici, un nombre de photographies de choses que, si vous n'étiez spécialiste, vous pourriez confondre avec des objets, des soucoupes volantes, en fait. Oui, celle-ci se voit très souvent et crée ce qu'on appelle les bruits, les mauvaises rumeurs, par exemple. Celle qui fut prise lors de la mission Gemini 7, ce que vous voyez là, ce ne sont que des flashs. Ah bon? Et celle-ci est un autre faux, hein? C'est un Noctilucus, un nuage qui a la propriété de briller pendant la nuit. Et bien sûr, ici, les nuages ont la forme d'une soucoupe volante. Et ensuite, quelque chose de plus mystérieux, un vrai objet. Hein? Le vrai objet est tout du moins ce qu'on pense être la vraie soucoupe. Là, une soucoupe avec un sommet en forme de dôme. Une forme que l'on retrouve de plus en plus. On voit beaucoup moins maintenant de soucoupes en forme de poils. Vous croyez alors que les soucoupes volantes existent et qu'il y a une intelligence à l'intérieur qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas humaine? Je crois que c'est une caractéristique dont on peut être sûr. Les ovnis, bien souvent, agissent avec une façon telle qu'on pourrait croire qu'il y a un motif derrière leurs actes. Et c'est vrai pour toute catégorie d'observation, de nuit et le jour, où nous avons cette régulière façon, une façon d'agir très régulière de leur part, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent et ne disparaissent pas de façon anarchique. On peut souvent prévoir leurs mouvements. Ils interfèrent avec notre environnement, notre univers, le monde. C'est-à-dire qu'ils laissent souvent des traces de leurs anneaux qui... En voici les preuves. Oui, c'est un bon exemple de cercle.
Où l'on voit bien les endroits brûlés ici. Où est-ce en Australie? Oui, c'est en Australie, oui, où on a observé 300 de ces cercles chaque fois qu'un ovni a été signalé. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des taches sur le sol provoquées par un fungus, ce sont les traces laissées par les ovnis. Pouvez-vous déduire quelques-unes de leurs caractéristiques, leur intelligence, leur motivation, par leur réaction? Mathématiquement ou logiquement, il n'y a rien à déduire. Nous n'avons pas de contact. Et ça nous prouve leur manque de... leur motivation derrière leur occupation, si elle existe, ou leur intelligence. Ils ne semblent pas vouloir prendre, en tout cas à notre niveau, et on dirait qu'ils ne veulent pas rencontrer les êtres humains, et je n'aime pas ça. La façon dont ils agissent, je n'aime pas ça. Et il y a une croyance qui veut que les ovnis soient bénins, qu'ils veuillent nous sauver. Bien souvent, je doute de cette idée parce que, simplement à cause de... Quelle serait alors, à votre avis, leur motivation? S'ils ne sont pas là pour nous sauver, vont-ils nous attaquer? Bien sûr, c'est une possibilité, mais je crois qu'ils s'en fichent éperdument. Ils sont ici... peut-être pour des motifs qu'on ne peut pas concevoir, des motifs que c'est faux de croire qu'ils viennent sauver la Terre, c'est faux de croire qu'ils veulent la détruire. Je me demande si ce n'est pas une certaine façon d'expliquer l'inexplicable. C'est un peu ça. L'idée des ovnis est récupérée et mal utilisée. Mal comprise, mal utilisée peut-être, et largement controversée. Comment, disent les sceptiques, voyageraient-ils ces extraterrestres? Les distances entre notre Terre et les autres systèmes solaires sont si vastes que nul ne pourrait les parcourir en une vie, à moins de voyager à une vitesse des millions de fois plus grande que celle dont nous sommes capables aujourd'hui. Et même si nous atteignions la vitesse de la lumière, il faudrait des siècles pour se déplacer d'un système solaire à un autre. Par sa théorie sur la relativité, Einstein nous prouve le contraire. Confronté à une grande vitesse, le temps se dilate. Plus la vitesse est grande, moins le temps passe. Ce tableau nous montre ce qui se passerait pour une équipe spatiale voyageant à 800 millions de kilomètres à l'heure. À gauche, l'année écoulée dans l'espace, et à droite, les années écoulées proportionnellement sur Terre. Après 15 années de voyage spatial, 80 ans ont déjà passé sur Terre. Plus la fusée voyage, plus la différence s'accentue entre les années dans la fusée et les années sur Terre. En 50 années de voyage dans la fusée, 420 000 années se sont écoulées sur Terre. On a vu des soucoupes volantes à Pascagoula dans le Mississippi, au nord du Dakota, et au-dessus de la ville de Liberty, dans le Kentucky. Je suis allé questionner Bill Patrick, officier de police à Stony Point, de l'État de New York, ainsi que le sergent Thomas Sherress. Qu'avez-vous vu? Eh bien, la première fois, quand on a reporté l'objet, c'était le 21 août, et un peu après 1h du matin. Et j'ai répondu à cet appel. C'était monsieur et madame Gus Gezes. Ils me dirent qu'ils regardaient une étoile et qu'elle semblait être une fausse étoile et ils pouvaient voir une lumière. Donc, monsieur Gezes a pris des jumelles et il a vu une lumière rouge et bleue qui venait de l'étoile. Et alors, il m'a appelé. Et j'ai observé la même chose qu'il avait vu et exactement ce qu'il avait vu. Pourquoi croyez-vous que c'était autre chose qu'un ballon ou une météorite, peut-être? À cause de sa façon si erratique. Il est resté très longtemps et il avait cette lumière aluminium de couleur bleue et de couleur blanche. Et après être resté dans une position, il partit à une vraiment incroyable vitesse. Et ça s'est passé au même moment? C'est la même nuit que l'officier Patrick l'a vu, car je lui ai parlé sur la radio et il était en train d'observer la même chose. Vous l'avez vu plusieurs fois? C'est exact, au-dessus du centre atomique. Au-dessus du centre atomique? Oui. Oui, la première fois, on n'a vraiment pas pensé que c'était un ovni. On croyait que c'était un satellite, un quelconque satellite, même naturel. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? On a vu plusieurs, et souvent, entre la 21 et le 30, on a eu 9 rapports. Alors, 9 personnes différentes ont vu la même chose.
Et 9 officiers ont aussi confirmé la chose. Et ils ont vu des mouvements autour de cette drôle d'étoile. Elle bougeait dans une direction et tournait dans une autre direction. Je l'ai observé 45 minutes à l'ouest de ce côté de la ville aussi. Et elle est restée là au moins 40 minutes. Et quand elle s'est sauvée, elle est partie avec une très grande vitesse vers le nord-ouest de notre ville. Vous aussi, vous avez vu la lumière au-dessus du centre atomique? Oui, oui, la première fois, c'était un ovni au-dessus du centre en question, pendant 45 minutes. Vous l'avez vu clairement? Ah oui, c'était le 21 au mois d'août. Et vous l'avez vu? Absolument. Et beaucoup d'autres officiers l'ont vu aussi? Oui, et même que toute la famille et mes voisins, tous regardaient. Au-dessus du centre? Juste au-dessus du centre. Que croyez-vous qu'il faisait? Je crois qu'il voulait nous observer. Merci. Ce sont presque des preuves que les soucoupes existent. Au nord de Stony Point, sur la rive de l'Hudson, j'ai parlé avec Don Cetron. En 1977, nous en avons vu beaucoup et ajouté à cela le plan atomique de l'autre côté du fleuve qui semble les attirer. Cela ressemble presque à un comportement humain. Qui nous dit qu'il n'y a rien d'humain chez les extraterrestres? Les centres atomiques du pays semblent les attirer. Absolument. Ce n'est pas par hasard qu'on les voit souvent par ici. Dan étudie la parapsychologie et les ovnis. Vous croyez que les extraterrestres, dans ces soucoupes volantes, ont un raisonnement humain? Un raisonnement humain, peut-être pas, mais je suis sûr qu'ils comprennent nos façons. En tous les cas, ils ont certainement une façon de penser extrême et une technologie qui nous dépasse absolument. À New York, vous avez un centre où les gens téléphonent et rapportent leurs témoignages, n'est-ce pas? Nous avons 50 appels légitimes par semaine. Si vous comptez le Connecticut et Westchester et Rockland, en enquête sur à peu près 25 par semaine. Vous avez plusieurs façons de détecter la présence des ovnis, n'est-ce pas? Oui, c'est basé sur des recherches qu'on a faites sur le nombre des personnes dont l'automobile s'arrêtait tout d'un coup. En fait, tous les pseudo-enquêtés nous disent, dans cette panique, vous arrêtez le moteur. Mais après qu'on ait vu 1000 cas sur papier, pas individuellement, on a pensé que 1000 personnes ne vont pas faire ça, donc on décida d'enquêter à cette époque, il y a 2 ans, et on trouva une agitation magnétique. Cette agitation magnétique s'oppose sans doute au moteur, mais ça nous a aidés. Et ce qu'on a fait, c'est, nous avons créé un détecteur que le champ magnétique met en marche et qui déclenche automatiquement une alarme, une caméra, suivant le cas. Et avec ça, nous sommes capables de les traquer en posant plusieurs détecteurs. Nous allons les utiliser pour obtenir des photos. Décrivez pour moi votre histoire. D'accord. Eh bien, ils sont venus de cette direction, ils ont hésité vers la rivière et se sont dirigés vers le centre atomique. Ils sont restés au-dessus du centre. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'on les y voyait. Et le futur? Que pensez-vous qu'il nous réserve demain, si nous sommes visités comme cela a été prédit? Il n'y a pas de si ni de peut-être pour moi, parce que j'ai fait des préparatifs pour eux et j'aimerais établir qu'en fait, je ne doute pas qu'ils existent. Ce n'est pas le rôle, bien sûr, des scientifiques d'aujourd'hui de nier toutes les évidences. Je crois qu'il y a eu une importante et autre civilisation précédant la nôtre, où des extraterrestres vinrent sur Terre. Toutes les anciennes écritures, elles parlent toutes de leur retour. Aujourd'hui, c'est évident qu'ils essayent de revenir et que toute personne assez raisonnable, je crois que je suis raisonnable et intelligent, se prépare pour cela. Car c'est inévitable qu'ils vont nous contacter. Que se passera-t-il? Je crois que ce sera un jour de création. C'est peut-être un cliché qui veut dire un autre stade. Nous sommes allés très loin déjà. Aujourd'hui, il faut se dépasser. J'ai rencontré le docteur Richard Inger au centre spatial de Cap Canaveral, tout près de la fusée Saturne V.
Je crois que ça montre combien nous sommes préoccupés de savoir où nous allons. Et l'espace, je crois, le voyage de l'espace est naturel de l'évolution de l'humain. Et Que croyez-vous que nous essayons de trouver? je crois que nous cherchons nos origines et voilà tout. Je crois que nous sommes une petite partie d'une ancienne et longue migration et qui vient... C'est ce que nous savons d'immigration d'Afrique. Nous avons débuté en tant qu'ancêtres. Et nous avons émigré virtuellement partout sur la planète. Il n'y a plus de place autre part, nous allons donc dans l'espace. Je sens quelquefois que, un peu comme les saumons qui essaient toujours de remonter le courant vers leur lieu originel, je crois que ce sont les êtres humains. En tous les cas... Richard Inger est professeur de sociologie et le directeur de l'Institut de exosociologie à Lake Worth, en Floride. D'explorer ses limites. Docteur, vous êtes professeur en exosociologie. C'est exact, oui. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'étude des possibilités de vie dans l'espace en tant que réalité sociale. Autrement dit, ce que j'essaye de faire, c'est de l'étudier comme un fait social, au lieu de comme un phénomène concret. Mais j'ai pris ça du domaine de l'exobiologie. En exobiologie, on a des astronomes qui sont aussi biologistes et qui étudient la vie dans l'espace, dans le sens biologique. Nous avons besoin aujourd'hui de comprendre la vie dans l'espace et son impact social. En archéologie et en anthropologie, on sait que nous sommes les choses peut-être les plus mystérieuses de tout l'univers en tant qu'être humain. Par conséquent... Nous venons peut-être d'ailleurs. On pourrait venir de l'espace. Ce que nous trouvons en étudiant l'archéologie et l'anthropologie, c'est qu'il n'y a pas de fait précis pour prouver que nous sommes, nous, les humains, originaires de cette terre. Il y a toutes sortes d'évidences qui suggèrent que peut-être nos origines sont peut-être dans l'espace et qu'il y aurait pu avoir des êtres venus de l'espace il y a des millions d'années pour produire ce que l'on appelle aujourd'hui l'être humain. Notre cerveau est peut-être le plus grand mystère. On ne sait toujours pas expliquer, au sein de la théorie de l'évolution organique, d'où vient notre cerveau. On ne peut pas comprendre. Il a évolué trop vite. Plus encore, notre cerveau n'est pas utilisé à son potentiel. Il y a 1 million d'années, nous ne savions même pas de ce potentiel du tout. Mais on sait que si on n'utilise pas un membre, il va s'atrophier et même disparaître. Or, le cerveau n'a pas disparu. Il est sans doute maintenu en vie dans un but sûrement précis que l'on n'a pas trouvé. Et nous sommes, je crois, toujours en route vers ce but. Est-ce vraiment possible de devenir un jour les astronautes d'autres mondes, comme nous sommes supposés avoir été visités? Oui, nous sommes en train de faire des recherches sérieuses à Howard, à l'université de MIT. Nous ignorons ce qui peut arriver avec ces recherches. C'est très dangereux. Donc, ce que nous devons essayer, c'est d'aller autre part. Pour faire des recherches, un des endroits logiques serait la Lune. Nous irions sur la Lune, construire des laboratoires, dans ces premiers laboratoires, faire nos recherches. Et puis, de là, nous irions ailleurs, dans l'espace, pour faire encore plus d'étranges expériences. Et peut-être un jour, éventuellement, aller ailleurs, dans l'univers, sur une planète ressemblant à la Terre. Commencer à faire de très étranges sortes d'expériences qui pourraient produire, dans peut-être 4 millions d'années, la même sorte de créatures que nous sommes aujourd'hui sur Terre. Je crois qu'enfin nous sommes arrivés à fermer le cercle. Nous avons rejoint le point où nous avons la technologie pour faire ce que les anciens astronautes ont pu faire quand ils vinrent sur cette Terre. Ainsi, nous comme une fleur semant sa graine, allons par l'univers semer une autre graine, presque comme si c'était un jardin. Et nous sommes en route pour planter un autre jardin. Merci. Croyez-vous que cela soit possible pour nous de contacter un ovni par télépathie, avec une habileté de communiquer mentalement? Oui, et je suis tout à fait d'accord pour dire que nous allons bientôt être contactés. Ils ne vont pas atterrir, courir le risque d'être jetés. Ils vont atterrir où ils seront aimés. Aimés par des gens qui ont peut-être ce que j'appelle un vrai et sincère intérêt. Vous voulez dire que certains se préparent? Absolument. Ils se préparent pour recevoir un extraterrestre, un visiteur? Je me prépare, pour être précis, je me prépare pour recevoir le don nécessaire pour voir un extraterrestre, un visiteur. C'est le plus précis que je puisse. Oui, c'est assez précis. Croyez-vous que certains, peut-être tout le monde, ont eu des messages de ces êtres, ces choses de l'espace? Certainement, oui. Je crois que pour certains d'entre nous qui ont franchi le cap dans la vie où
La conscience a été littéralement rejointe à un tel point que la différence entre eux, les extraterrestres, est très étroite. Je crois qu'ils sentent cette sorte de sympathie qu'une personne peut donner et peuvent actuellement envoyer des messages. J'ai senti très intensément moi-même, personnellement. Oui, personnellement. Vous sentez que votre conscience a été rejointe par le... Oui, oui. Croyez-vous que vous serez contacté, que vous serez un de ceux qui le contacteront? Pas nécessairement moi-même. Je crois que ma mission, si j'en ai une, est plutôt de gagner des autres personnes à la cause de ces êtres. Ma vraie mission, je crois, est de parler aux académiciens et aux autres sociologues, aux savants qui considèrent leurs études comme des sciences sérieuses et leur dire qu'il est temps d'arrêter de rire à l'idée que la vie existe dans l'espace. Leur dire qu'il faut s'arrêter de se moquer des gens comme Eric Van Däniken et écouter sérieusement ce que l'homme a à dire. Et pour commencer à voir qu'il y a là une grande valeur à considérer notre vie comme part d'un vaste système qui va au rythme de l'univers et pas au rythme exclusif de cette planète. Y a-t-il d'autres mondes dans cet espace infini? Beaucoup le pensent, et plusieurs savants en acceptent l'idée. Nous avons envoyé notre message. Voici des photographies officielles de la NASA. Elles ont été scrupuleusement examinées par les spécialistes, mais jusqu'à ce jour, aucune explication rationnelle ne les satisfait. Celle-ci fut prise de la fusée Apollo 2 en 1969. Celle-ci depuis Atlas 7 du projet Mercure. De Gemini en 1966. Il existe depuis toujours des êtres doués de pouvoirs exceptionnels, capables de prédire l'avenir, prévoyant ainsi l'histoire et ses événements. Il y a eu les oracles de Rome. Nostradamus, physicien et alchimiste du Moyen-Âge. Et puis cette première page en 1976 aux États-Unis. Jane Dixon est une voyante étonnante. Elle avertit le monde de l'assassinat de Robert Kennedy. Elle prédit le suicide de Marilyn Monroe, ainsi que le meurtre de Martin Luther King, un an avant la date fatidique. Je préfère m'en aller. Je suis allé la voir dans son jardin à Washington. Figurez-vous qu'à la même heure, ça recommençait. Était-ce une prédiction ou une prophétie? Prédiction. S'il n'était pas reparti comme ça, rien de cela ne serait jamais arrivé. Allons parler ensemble de prophétie. Jeanne, la prophétie dont je veux vous parler, c'est celle qui est parue dans le Tribune récemment, à propos des ovnis et des extraterrestres, ces êtres qui devraient atterrir sur la Terre bientôt. Quand j'étais petite fille, ma gentille gouvernante me dit: tu vois une étoile, souhaite, fais un vœu. Ce soir, vous avez déjà fait ça? Donc je suis là et j'étais étrange. Même quand j'étais petite, j'ai dit: souhaite-moi, donne-moi un vœu. Je veux cette nuit. Et je voulais voir des ovnis et voir tous les immortels. Et j'ai eu cette impression de les avoir devant moi. Ce que je voyais ressemblait à une soucoupe, une grande soucoupe. Mais bien sûr, je compris que ce n'était pas une chose ordinaire, plutôt une chose céleste, et que j'avais de la chance. Et tout à coup, je me suis sentie à l'intérieur, non pas dehors comme avant, mais l'intérieur semblait bien plus grand que de dehors. Et je me sentais chez moi. C'était pas étrange du tout. Je n'avais pas peur. Et il semblait y avoir avec moi d'autres personnes. Je ne pouvais pas voir leur visage, mais ils étaient plus petits que moi. Et ils étaient vêtus de très beaux vêtements métalliques, il me semble. Et tout était calme et simple. Et je sentais le pouvoir des vibrations magiques. Vibrations très magiques, au grand pouvoir. On aurait dit qu'on essayait de communiquer avec moi. On me disait que nous, les humains, avions plus de pouvoir mental que nous le pensions. Et bientôt, il sembla qu'on arrivait et je pouvais apercevoir des lumières. Et j'imaginais et je sentais les vibrations. Mesurer le temps.
C'était probablement dans un an, et ça serait donc en août. Le jour où les ovnis viendront sur Terre sera dans un an, et c'est dans un an, et ce au sera mois dans d'août 1977. 77, oui. Mais je n'ai pas pu voir dans quelle partie du monde je me trouvais. Je crois que c'était une ville importante. Vous avez prédit la mort du président Kennedy et celle de Robert Kennedy. Vous avez dit que Martin Luther King mourrait, que Marilyn Monroe mourrait, et vous dites aujourd'hui que les extraterrestres vont atterrir sur Terre, au mois d'août. Je mesure le temps, et je crois que c'est en août. Je pourrais me tromper un tout petit peu, d'une journée ou d'une autre, mais ils viendront. Ils viendront. Nous avons voyagé, vous et moi. Un voyage explorant les mystères de notre monde, de notre passé, de notre futur. Nous avons écouté, pesé, questionné toutes les théories sur l'origine si peu connue de cette Terre et de l'univers. Nous avons confronté de très étranges et très bizarres et très récentes aventures. Et nous avons fait des recherches sur ce qui promet d'être un incroyable avenir. Toutes ces questions s'amplifient encore mieux plus on enquête. Tous ces mystères subsistent. Sommes-nous les enfants des hommes de l'espace, nous? Et ces anciens astronautes ont-ils visité la Terre? Ont-ils donné leur savoir à la Terre, aux vieilles civilisations? Quel est le mystère de ce code génétique et des plaines de Nazca, du crâne du cristal? Et celui du futur? On fait d'étranges prédictions. Ce qui arrivera dans notre avenir, après-demain. De toutes ces nouvelles sciences, qu'est-ce que notre futur retiendra? Il reste encore de plus troublantes et persistantes questions. Sommes-nous seuls? Et cette vie est-elle loin de notre galaxie? Certainement, les vérités les plus incroyables des savants officiels reposent sur des réponses faciles. Nous écoutent-ils ces êtres intelligents que nous imaginons? Nous écoutent-ils comme nous essayons de les écouter? Et enfin, la question la plus troublante que se posent les enfants comme les savants, sommes-nous surtout préparés de façon inexplicable par une intelligence qui nous dépasse pour notre première rencontre avec les extraterrestres bientôt? Pensez-y. Êtes-vous déjà préparés? L'êtes-vous? Pour quand? Ce n'est pas un rêve de fiction, ce n'est pas un rêve de démon, non. Considérez ça, ce qu'il advient quand, à la fin, la science a rejoint l'imagination. Et voyez, il y a de plus grands mystères que nos rêves